Bienvenue pour la conférence Comment optimiser son cerveau, être plus efficace, être plus intelligent va être le thème qui va être abordé par Patrick Georges. Le cerveau représente 2% de la masse corporelle, mais consomme plus de 20% de l'activité énergétique. On croyait qu'il allait quasiment à la vitesse de la lumière et finalement on s'est rendu compte qu'au plus rapide, il dépassait légèrement les 400 km/h. Et surtout, plus on avance dans les données en neurosciences, plus on se rend compte qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais on sait un tout petit peu comment on peut le piloter ou le copiloter. Et le thème de ce soir, c'est ça. Ça va être, aux côtés de Patrick, Georges, qui expliquera un petit peu son parcours, mais est neurochirurgien, et auteur de plusieurs livres, Gagner en efficacité en équipe, des récents sur le neuromarketing, va apporter son éclairage et est professeur de management au Collège des ingénieurs. Donc l'idée, c'est véritablement de rentrer dans le ventre de la bête en termes de data. Qu'est-ce qui est véritablement scientifique, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui fait l'objet de conseils pragmatiques qu'on peut appliquer et qu'est-ce qui reste de l'interprétation et de la vulgarisation scientifique? Et surtout, l'objectif, c'est un débat ouvert. Donc à partir du moment où Patrick va se poser dans quelques instants à vos côtés, l'idée c'est qu'on puisse lancer une ou deux questions par mes soins et qu'après ce soit les vôtres et que ce soit quelque chose d'interactif. C'est à toi. Maintenant, je te laisse. Bien, bonjour. Bonjour. Je crie sur mes étudiants en anglais et donc ça casse. Voilà. Donc j'ai un problème, comme vous vous en doutez. J'ai reçu des instructions difficiles, pas de slide, très ennuyeux, pas d'autopromotion, quasi impossible. J'étais venu pour vendre mes livres, mais donc là, je vais avoir un petit peu difficile. Je ne peux pas faire d'autopromotion. Donc, voilà. Vous avez des questions? Non, l'idée est plutôt celle-ci. Donc on a un cadre hyper simple, les neurosciences. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on peut utiliser des données des neurosciences pour être plus intelligent? C'est simplement ça l'idée. Donc on a passé de longs moments à ça, de gros budgets, de la recherche. Est-ce que les neurosciences, ce qu'on sait du cerveau, peut avoir une utilité pratique dans la vie de tous les jours pour être plus intelligent? Malheureusement, la réponse est non, mais si vous avez des questions, on peut en débattre. Alors, qui veut commencer? Que voulez-vous savoir, en fait? Je vais poser la première question. Je viens de voir le film de Luc Besson qui s'appelle Lucie, donc, qui a la faculté de développer son cerveau en prenant des substances, alors contre son gré un peu chimiques. Est-ce que j'ai encore une chance de devenir intelligent tout seul ou est-ce qu'il va falloir que je prenne quelques petits cachets? Et si oui, quels sont les cachets qu'on doit prendre pour être plus intelligent? Ah, vous avez une idée? Il y a une grosse publication récente, les Américains appellent ça Brain Enhancer. Est-ce que vous avez une idée de ce qui est vrai, de ce qu'on sait sur pilules et intelligence? Vous avez une idée? Vous avez déjà pris des pilules pour l'intelligence? Qui a pris ça? Ah, quand j'étais jeune, j'ai pris du Maxiton. Maxiton. Très très bien, très bien. Donc voilà une première. Dans les années 50. Moi c'est toujours valable. C'est toujours valable. Alors, moi j'ai une question sur qu'est-ce que ça aide sur ce qu'est l'intelligence en fait. Qu'est-ce que ça... Ça c'est une question difficile. Je reste à la première question. Donc pilule et intelligent. Il y a quand même quelques solides publications. Donc on peut prendre une pilule pour être plus efficace. Laquelle? Amphétamine. Donc ça vous devez savoir. Hein. Donc l'amphétamine, pendant environ 3 heures, augmente vraiment les performances, surtout la mémoire court terme. Et mémoire court terme, c'est ce qui limite un peu, c'est notre frère intelligent. Donc prenez de l'amphétamine. Non, vous devez, ça marche vraiment bien. Franchement, les neurochirurgiens la nuit en prennent, donc on prend des amphétamines. Si vous devez opérer la nuit d'urgence, vous prenez de l'amphétamine. Donc un pilote
qui est un pilote militaire, par exemple, va prendre des amphétamines. Pourquoi? Parce que ça marche. Seule chose, il faut payer après. C'est-à-dire qu'on dort beaucoup après. Donc vous prenez pendant 4 à 6 heures, vous avez vraiment des performances augmentées. Un étudiant, ou vous voulez finir quelque chose, allez-y, ça marche. C'est pas toxique si c'est exceptionnel. Et puis, c'est fini. Alors, dites-moi une deuxième pilule qui marche, prouvée scientifiquement. Une deuxième. Vous la connaissez. Donc il y a vraiment deux pilules qui sont prouvées scientifiquement. On est prêt. Donc 30 minutes après la prise de caféine, on voit qu'on a une très légère augmentation de vitesse de traitement, juste. Maximum 4 tasses par jour. Après, on a des problèmes de vasodilatation et autres. Donc caféine, oui. Donc pour la plupart des gens, ça marche un peu, pas très longtemps, mais ça vasodilate. C'est un vasodilatateur. Et pour les gens qui ont des artères un peu petites, donc ça fonctionne. Attention, effet inverse chez la personne âgée, mais ça ne vous concerne pas. Il y a encore une autre qui marche vraiment très bien. On la prescrit beaucoup aux hommes d'affaires, autres. Et c'est pas toxique. Hein. La mélatonine. Ah oui, ça, pourquoi est-ce qu'on la prend celle-là? Pour le décalage horaire. Exact. Donc, vous êtes à New York. Hein, vous allez à New York, vous devez parler, donner un cours. Il y a 6 heures. Normalement, on récupère 1 heure par jour. Donc, il faut 6 jours pour être là. Sauf mélatonine. Mais le mieux, c'est la naturelle. C'est-à-dire prendre 5000 lux dans les yeux. Et on a des lightbox un peu partout. Ça vous recale à l'heure. Vous gagnez la moitié du temps par rapport à simplement attendre. Il y en a encore une très belle, vous ne l'avez pas dit. Indéral. Alors l'indéral, c'est pour les gens qui doivent parler en public. Ça marche très très bien parce qu'on a le trac. Vous voyez ce que c'est? Le trac, ben, en fait, on a le cœur qui bat trop vite. Et donc, le sang qui circule trop vite. Et donc, il n'a pas le temps de sortir son oxygène. L'indéral, qui est un médicament cardiaque, ralentit ça très fort. Et donc, les gens parlent mieux en public, se sentent nettement mieux. À un banquet, doivent faire un discours, tout ceci. Prise exceptionnelle, aucun effet secondaire. Donc, vous voyez. Mais la plus belle... Et la Ritaline? Ah oui, mais je ne connais pas bien. Je ne connais pas bien. On la donne aux enfants hyperactifs. C'est pas mon domaine. Je ne connais pas bien ça. Parce que ça facilite la concentration. Oui, juste, c'est exact. Mais c'est une molécule un peu spéciale. Là, je ne connais pas. Je préfère pas parler. Mais la plus belle, c'est quoi? C'est vraiment efficace. Vous n'avez jamais pris une pilule pour dormir? Stilnoct. Stilnoct. Très, très bien. Donc, c'est pour les gens qui ont des insomnies. Quand vous ne dormez pas assez, le lendemain, vous êtes fatigué. C'est un peu normal. Donc, effectivement, Stilnoct est une molécule qui vous fait dormir 6 heures et vous vous réveillez frais. Donc, plus de chances d'aborder son problème et autres. Encore une fois, usage exceptionnel, je dirais maximum 2 fois par an, maximum 6 jours. À ce niveau-là d'usage, c'est de l'efficacité, c'est pas de l'addiction. Si maintenant vous la prenez 1 jour sur 2, là, c'est tout à fait un autre problème. Donc, c'est des pilules. Le reste, on ne sait pas. Donc on ne sait pas ce qu'il faut manger, on dit le poisson, les vitamines, en principe ça c'est pas utile. Il n'y a aucune étude qui montre que votre corps pourrait manquer de quelque chose qui ferait que. À un moment on pensait chocolat noir. On dit chocolat noir, donc, grosse publication, c'est pas vrai. Donc, méfiez-vous des blouses blanches. Jamais les croire, parce qu'on croit que c'est ça, et puis en fait on s'est rendu compte que le tryptophane, oui un peu, mais en fait personne n'en manque, donc ça ne sert pas à grand chose. Donc soyez très très méfiants, on ne sait pas grand chose. Vous dites des pilules prises de manière très occasionnelle, Ouais. mais quand les médecins vous disent qu'un médicament, ça met un certain temps avant de faire un effet. Donc... Ceux que je vous ai cités, c'est très rapide. Ceux que je vous ai cités sont rapides. Donc il n'y a pas. Et là, rapidement laver du sang aussi. Pour rebondir sur ce que tu disais en termes de ce qui est évoqué par les blouses blanches et qui n'est pas forcément vérifié par ce que tu appelles des études 3 étoiles, est-ce que tu veux bien détailler ce que tu appelles du 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile en termes de publication et quels sont la dizaine de conseils qui étaient dans tes livres et qui sont toujours d'actualité, qui sont pertinents, validés 3 étoiles, sachant que le reste est pseudo-scientifique?
les neurosciences attirent beaucoup. Tout le monde a de l'espoir comme une autre religion, ça va m'aider, je vais me connaître mieux, je vais vivre mieux. C'est absolument faux, évidemment. Donc, ce qu'on connaît du cerveau vraiment utile, presque rien. Donc, ne vous laissez pas prendre par des magazines. Maintenant, on a des belles photos, on voit le sang qui passe et tout ça. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, méfiez-vous vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de ceci. Vous allez voir, dans 1 heure, c'est terminé ici. Et on aura vraiment tout dit. Le reste, c'est pas que c'est pas des bonnes idées, mais il ne faut pas mettre un vernis scientifique, ça ne sert à rien. Si vous dites, voilà, moi je pense qu'il faut faire ça, ben allez-y, quoi. Vous n'avez pas besoin de chercher une blouse blanche derrière vous pour vous dire, oui, c'est vrai, et tout ça. Non, c'est peut-être vrai, ça marche pour vous, tant mieux, transmettez-le. Mais scientifiquement, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose. Il faut très, très méfier. Si vous voyez quelqu'un avec des références scientifiques, tout ça, contrôlez toujours, on ne sait vraiment, vraiment pas grand-chose. Donc, pour être très crédible vis-à-vis de nos étudiants, que ce soit HEC, Collège des ingénieurs, on essaie de leur dire un peu quelle est la crédibilité derrière tout ça. Donc, quand on dit 3 étoiles, ça veut dire qu'il y a de bonnes publications. Exemple, si vous travaillez sur un bureau dégagé, vous augmentez votre intelligence, on va définir, de, allez, 10 à 12%. Ça, c'est 3 étoiles. Ça va? Parce qu'on peut tout de suite aller dans le New England, dans le Lancet, et on va trouver qu'on a fait de très bonnes études, on vous donne un dossier financier, on arrange différemment votre bureau, on calcule les erreurs, c'est bon. Là, vous pouvez y croire. Donc, bureau dégagé, ordinateur ou papier, si vous le dégagez, vous augmentez votre... Alors, ça discute. Hein. Les uns disent, oui, mais on augmente surtout la mémoire. L'autre, non, la compréhension, tout ça. Donc, vous comparez un peu tout ça. Certains disent, non, c'est 8%, l'autre, 12%. Non, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, vous travaillez sur un bureau dégagé, vous avez une meilleure compréhension du texte, c'est prouvé, parce qu'on vous fait faire des tas de bonnes expériences, reproductibles par différentes équipes. Ça, c'est 3 étoiles pour nous. 2 étoiles, c'est quand un groupe d'experts a publié que... Et 1 étoile, c'est un gourou qui a dit, mais enfin bon, c'est un gars fiable. Donc, voyez bien vos sources quand même. Parce que c'est vite fait d'outrepasser. On a envie de dire ce qu'on... Donc, méfiez-vous vraiment. Restez pieds sur terre. Et on sait peu de choses. Les 10, qu'est-ce qui est encore tout à fait crédible? Oui, les bureaux paysagers. Ça vous dit quelque chose, un bureau paysager? Est-ce que vous avez une idée pourquoi il y a de solides publications qui disent qu'il faudrait éviter? À votre avis, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Et c'est bien prouvé, on a de bons laboratoires, Université d'Édimbourg, Université de Munich, qui ont bien étudié le truc, et ça fonctionne. Quelle est votre idée? Vous voulez dire, quand vous parlez de bureau paysager... Ouvert. Open space, ouais, juste, bureau paysager. À votre avis... Ouais. Donc, en bureau paysager, vous êtes interrompu en moyenne toutes les 12 minutes. L'accessibilité crée l'interruption. Et il y a un petit système très curieux, quand on réfléchit, en fait, on projette le problème sur la zone numéro 9, à l'avant, qui est une petite zone. On y colle le problème sous une forme de question, et puis on ajoute des valeurs. Un petit bonhomme qui court et qui met des arguments pour et contre. Problème, si on vous interrompt, bonjour, c'est comme si on débranchait l'ordinateur sans avoir sauvé. Donc quand vous reprenez le travail, vous le reprenez entre 1 et 19 minutes avant. Donc, vous voyez, donc vous avez perdu par un simple bonjour 1 à 19 minutes. Donc, vous voyez un peu. Donc le bureau, ça vous m'avez donné une. Donnez-moi une autre en paysager. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? L'interruption, hein, ça on a. Le bruit des voix. Quelle est la norme européenne d'un travailleur intellectuel? Vous avez une idée? C'est la loi. Le français s'en fiche, mais bon, c'est la loi européenne. C'est quoi? 50 dB. 50, c'est silence, en fait. Donc la loi européenne, c'est 50. Donc vous devez protéger le travailleur intellectuel du bruit. Donc la loi dit 50 dB, c'est l'ergonomie du travail, de la médecine du travail. 50 dB, c'est rien, c'est le silence. Or, dans un bureau paysager, c'est 65 toujours. dB. Non, oui, un petit peu. Les voix humaines. Hein.
Donc vous avez un tas de choses qui fait que, on dit qu'il ne faut pas travailler dans un bureau dégagé. Oui, oui, sauf que je pense, pour avoir travaillé dans des open space bien organisés, que j'ai éprouvé du plaisir et de l'efficacité à travailler dans ces endroits, parce que la communication est particulièrement efficace, à condition qu'on respecte les règles, mais le fait de savoir ce que les uns et les autres sont en train de faire n'est pas forcément toujours considéré comme une interruption. Ça peut être au contraire quelque chose qui permet d'élargir le champ de vision et de compréhension. C'est évident. C'est évident. Donc tout dépend de quoi on parle. Si on parle d'un travail de concentration de 15 minutes pour comprendre un profit and loss statement, il ne faut pas être interrompu. Si on travaille en équipe, il faut savoir tout ce qui se passe, il faut un bureau totalement ouvert. Donc c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Et vous avez tout à fait raison. C'est exact. Non, il faut discuter de ça. Alors pour nous, productiviciens, il faut un bureau fermé. Et puis on lui dit non, ben, c'est évident. Non, il faut un équilibre, des bureaux semi-ouverts. Vous avez un truc difficile à faire, restez chez vous. Personne ne vous juge par la présence de votre corps, j'espère. J'espère que personne ne vous juge par. Il est là, il n'est pas là, plus personne ne fait ça. Donc, vous avez parfaitement raison. Donc, on cherche un équilibre, des bureaux semi-ouverts. J'ai un travail de concentration, je vais me cacher, je reste chez moi. J'ai un travail de communication, j'ouvre tout. Vous avez parfaitement raison, c'est une question d'équilibre. Vous avez évoqué plusieurs fois déjà, depuis le début, le fait de l'interruption qui nous fait décrocher. Donc vous avez parlé aussi de la mémoire à court terme, là, où vous avez parlé de la mémoire à court terme. Juste. Vous pourriez nous parler du rapport entre la mémoire à court terme, la mémoire à moyen terme, la mémoire à long terme? C'est des notions de... Oui, oui. Bon, la mémoire à court terme, c'est une sorte de tableau blanc auquel on prend une décision très rapide. C'est la zone numéro 9, on croit que c'est là, mais on n'est pas sûr. On met la question, puis on cherche des arguments. En gros, la capacité, 60 à 100 secondes. Alors ça se mesure assez facilement. On vous donne un numéro de téléphone, vous le manipulez. Si vous avez une mémoire court terme très petite, moins de 60 secondes, mieux vaut rester un spécialiste. Si vous avez une mémoire à court terme qui monte à 120, vous pouvez avoir une carrière vraiment très très généraliste. Donc c'est considéré par beaucoup de chercheurs comme un limitatif de l'intelligence, et plus elle est, plus vous pouvez attendre avant de décider, mieux c'est pour vous. Plus vous pouvez attendre. Donc la personne moins capable, je dis, décide très très vite, elle est réflexe. Donc après 30 secondes, je sais, je parle. La personne qui veut vraiment augmenter sa capacité va tout faire pour rien dire pendant le plus longtemps possible. Il y a une sorte de courbe qualité-vitesse. Alors, les autres, ça c'est la mémoire long terme, vous avez 3, procédurale, épisodique et sémantique. Ça c'est de la technique qu'on emploie ça en publicité pour vraiment mettre le message dans les 3. Quand on met le message dans les 3, donc si vous avez une publicité, on va vous le dire en sémantique, des signes. En épisodique, on vous raconte une histoire, et en procédural, on vous dit un peu comment faire. Si le publicitaire parvient à la caser dans les 3, vous êtes mort. C'est fini, vous y croyez. D'ailleurs, les religions font ça. Elles entrent dans les 3 mémoires. Donc c'est vrai. Make believe. C'est une technique, on appelle ça PPT. People Processing Tactics. Les marques, les religions, même combat. Ça vous va un peu, c'est... Quel est le rapport entre les différentes mémoires et les formes d'intelligence? C'est grâce à ça? Oui, ça c'est un chouette domaine. On essaie effectivement de définir l'intelligence, hein. C'est un gros problème. En fait, on ne sait pas très bien. Donc, vous avez 1000 formes d'intelligence, vous avez une intelligence générale, vous avez une intelligence verbale, une intelligence non verbale, on ne sait pas quoi. Donc, pour nos étudiants d'école de commerce, l'intelligence c'est simple. C'est une définition carrée. L'art d'atteindre les plus hauts objectifs face aux obstacles les plus difficiles, en dépensant le minimum de ressources, tout en changeant très rapidement. Donc l'adaptation. Ça, c'est une définition très opérationnelle. Très, très opérationnelle. Et que vous entrez dans n'importe quel bureau d'entreprise, vous demandez à voir la salle de décision, vous poussez la porte, vous entrez dans la salle de décision, la salle de management d'une entreprise, c'est exactement ces 4 étapes. En face de vous, vous avez un mur noir avec les objectifs. Vous tournez par là, vous avez le mur rouge, les obstacles, les clients, les compétiteurs. Là-bas, le mur bleu, les ressources.
et derrière vous, retournez-vous, vous avez le mur blanc, la gestion des process et des projets. Donc il y a ce qu'on appelle une mimique entre le cerveau de l'homme et le cerveau de l'entreprise. Un cockpit d'avion, c'est la même chose. Donc c'est un peu ça l'idée. Le reste, sur toutes ces trois types de mémoire, il n'y a rien de sûr. On ne sait pas très bien comment ça évolue. Non, là, je dois m'arrêter, parce que sinon je vais devenir spéculatif. Et quid du QI? Bah, le QI est une forme d'intelligence rationnelle, le test de Waze ou autre, que l'on mesure âge mental par rapport à âge effectif. C'est une des mesures assez utiles quand même. Vous avez quelqu'un qui a un QI de 90, il aura des problèmes sociaux dans une entreprise. Donc c'est un peu utile de le mesurer. Bon, si vous avez fait HEC, vous n'avez plus besoin que c'est fait. Mais ça peut être utile dans des cas très rares. Il y a des tests plus utiles que ça. Donc il y a 3 tests qui sont liés à la réussite professionnelle, seulement 3, qui ont une corrélation de 0,83 test et la résistance au stress, le test de Stroop. Vous avez de bonnes publications pour montrer que dans l'échelle de l'entreprise, par rapport à vos réussites au test de Stroop, il y a une corrélation. Et pas, donc je dirais que c'est du niveau 2 ou 3 de fiabilité. Le test de Stroop est bon. Le deuxième, c'est, je dirais, la capacité de multitâche. Donc, un casque, 2 conversations, vous devez écouter en même temps et contradictoire, vous devez écouter à gauche, à droite et répondre. Test de multitâche. Si vous faites plus de 80%, c'est vraiment bon. Et les femmes sont nettement meilleures que les hommes. Les femmes sont nettement meilleures que les hommes au test de multitâche. Pourquoi? Parce qu'elles ont des œstrogènes, et les œstrogènes développent, elles ont un corps calleux beaucoup plus gros. Et donc, elles réussissent. Enfin, c'est spéculatif, hein, je m'avance un peu, mais il y a des corrélations entre taille du corps calleux et réussite à ça. Par contre, la corrélation est bonne entre réussite au multitâche et progression sociale dans l'entreprise. Voilà un peu ce qu'on sait. En gros, les tests, ce n'est pas très utile. Un bon DRH va vous cadrer vos pairs, une période d'essai, tout ça est du 0,87% de bonne prédiction. Donc les tests. Et le troisième, qu'on va faire? Le troisième, c'est lequel? Vous avez dit, il y en a 3. Ouais. C'est un peu plus dur, c'est la capacité d'attention. C'est ce qu'on appelle attention span. Donc il y a des personnes, et on ne sait pas très bien comment ça marche, qui après 10 minutes pensent à autre chose. Et des personnes qui parviennent à rester concentrées jusqu'à 20 minutes. Il y aura une corrélation entre l'un et l'autre sans aller beaucoup plus loin. Voilà, vous voyez qu'on patauge. Est-ce qu'il y aurait des exercices qui permettent d'améliorer la concentration? Non, c'est très difficile à prouver. Chez la personne âgée, oui. Là, on a des preuves que mots croisés, des choses comme ça, pourraient retarder l'apparition des démences séniles et des choses comme ceci. Chez la personne jeune, non, il n'y a pas, parce que sauf si on vous enferme vraiment sans aucun stimuli dans une pièce toute noire. Alors là, on va avoir des déconnexions de synapses. Donc, use it or lose it. Donc, mais pour arriver à ce stade-là, vivre normalement est très, 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 très stimulant. Très stimulant. Donc, il n'y a pas vraiment d'exercice. Si vous vivez normalement, vous avez 2 enfants, un mari, un patron, c'est tous les mots croisés du monde que vous avez. Ah. Alors, ça c'est très intéressant. Ça c'est passionnant, passionnant. Alors on s'est mis avec nos machines, évidemment. On n'a pas résisté. On a pris des méditants. On les a mis dans une IRM. Alors comment méditer dans une IRM avec le bruit que ça fait, je ne sais pas comment ils font. Mais, donc c'est très, très, très sujet à caution. Mais quand même, il y a des gens qui ont dit « Ah, on a découvert la maison de Dieu. » On a découvert la maison de Dieu. Parce qu'effectivement, prenez ça avec des pincettes, hein. Les gens qui décrivent un état de sérénité ont une imagerie cérébrale qui semble un peu différente. En fait, on a une zone qui s'allume, qu'on appelle la A1, qui est en pariétal postérieur. Bon, il n'y a pas assez de CAC pour dire, non, mais c'est très curieux. En fait, quand cette zone s'allume, cette personne décrit un sentiment de sérénité, de vraiment sérénité. Et on s'est dit, bah, tiens, est-ce qu'on ne peut pas l'allumer comme ça? On a envie quand même de l'allumer comme ça. Et en fait, il y a un moyen.
Il y a un moyen, si vous voulez vraiment la ressentir, c'est pas facile, ne le faites pas maintenant. Ne le faites pas maintenant, mais il y a un moyen de la ressentir. En fait, on a redécouvert ce que les moines savent. Donc, c'est une zone qui est dite à forte inhibition, c'est-à-dire qu'elle ne marche jamais, sauf dans certaines conditions très particulières. Elle s'allume que dans des conditions. Donc, elle est éteinte par tout autre qui fonctionne. Donc, comment éteindre toutes les autres? Un, le silence, vous coupez là. 2, l'œil fermé ou face à un mur, vous coupez la vision. 3, la posture, vous coupez l'entrée kinesthésique. Donc, vous n'avez plus d'entrée externe. Problème, vous avez toujours des entrées internes. On commence à réfléchir. Donc, comment est-ce qu'on coupe une idée interne? On prie. Ou un koan, ou une prière. Donc, c'est un truc tellement bizarre que le cerveau ne sait pas trop quoi en faire et il s'arrête de penser. Et quand on est donc en prière, en posture, eh bien, cette zone s'allume. Cette zone s'allume et les gens décrivent une impression de calme, de sérénité, des choses comme ça. C'est pas évident, mais vous trouverez de bons articles dans Scientific American, qui est un bon journal quand même de vulgarisation, mais bien, qui décrit effectivement cet allumage par une posture. Et on peut penser à... Les Japonais font ça, écouter l'applaudissement d'une seule main, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une pensée illogique qui déconnecte un peu. C'est comme l'humour, c'est la même chose, le rire. Si on revient sur les éléments que tu as abordés dans tes livres en termes de conseils, tu as parlé d'espace dégagé, tu as parlé de l'euro-paysager avec l'impact des interruptions et le rapport à la voie humaine. Si tu devais faire encore, si tu devais nous donner quelques conseils supplémentaires pour soit ne pas baisser notre intelligence, soit l'augmenter, tu reprendrais quoi de tes bouquins? Pas de mes bouquins, de la littérature. Je dirais, oui, une chose qui est facile, qui est pas mal étudiée pour l'instant, ne jamais lire son courrier en arrivant le matin. Ne jamais lire son courrier, n'importe quelle information qui rentre, première chose le matin. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de procédure du cerveau qui fait que ce qu'on fait en premier est le plus important. Donc, en commençant par le journal, le courrier, le matin, en quelque sorte, désolé pour les neuroscientifiques ici autour, mais je globalise très fort, vous apprendriez à votre cerveau à ne pas fonctionner sans vous occuper des problèmes des autres. Donc, il se mettrait en une sorte de halte en disant « j'attends le courrier ». Et on a vu que les gens qui lisent leur courrier le matin le lisent en général 3 fois plus après que ceux qui ne le lisent pas le matin. Donc il y a une sorte de réflexe pavlovien. J'ai commencé par ça, ça m'a excité. C'était très chouette parce que je n'avais rien à penser, j'avais juste à aboyer comme un petit chien. Donc il y a un besoin, la personne se drogue à cette sorte d'excitation externe. Et donc ce sont des gens qui décrochent le téléphone quand ça sonne. Vous avez déjà vu, il y en a encore quelques-uns. Donc ça sonne, ils décrochent. Vous ne savez pas rien faire avec ça. Ou ils ont un mail, ils le lisent 3 fois par jour. Vous lisez votre courrier ou toute information entrant 3 fois par jour, vous êtes vraiment une marionnette de l'extérieur. Le cerveau n'a plus pensé qu'à ça, que d'abord les autres et puis moi. Donc ne pas lire son courrier le matin est une chose que je ne fais absolument pas d'ailleurs. Mais c'est difficile à faire. Alors on a des tas d'excuses, on pourrait m'appeler. Donc on a fait une expérience avec 100 cadres dirigeants. 100 cadres dirigeants. On a pris et on s'est dit, on va vous empêcher de lire votre courrier jusqu'à 11h. Et on regarde le cours de bourse de l'entreprise. C'est bon. Alors vous nous suggérez de commencer par quoi le matin? La chose la plus difficile que vous ayez fait. 1 heure, seul, un dossier que vous n'avez pas envie de faire. First make your day. Donc vous faites votre journée comme si elle se terminait à 11h. C'est ça, c'est l'idée. Donc d'abord faire quelque chose de difficile, comme on disait quand on était enfant, mange d'abord ta soupe, et puis tu prendras ton dessert. Et l'œil de l'autre, c'est un dessert. Hein. La réunion fait rien. Tandis qu'un dossier seul ou face à face, je dois lui dire ça, j'ai pas envie de lui dire, je dois finir ce rapport. Donc beaucoup de gens ont cette discipline. Première chose, un gros dossier difficile qu'on n'avait pas envie de faire. Ça libère un peu. Si des fois, vous ne travaillez plus après 11h, au moins, c'est un peu ça. Bon, là, on arrive dans le scolaire, évidemment. Et là, pour nous dire ça, vous arrivez à vous appuyer sur une statistique ou sur des études? C'est du 2 étoiles, vous m'avez bien coincé.
J'ai du 2 étoiles. Ouais, j'arrive. Non, ça c'est du 2 étoiles. Oui, ne pas lire son courrier le matin, on est vraiment... 6-7 très très bonnes publications, où on a essayé, ce sont des ergonomes du travail qui font ça, hein, donc ils prennent 100-200 cadres qui acceptent de participer à l'expérience et on réorganise les tâches. Et on voit des indicateurs de performance comme divers indicateurs de performance qu'on décide et on vérifie ça. Méfiez-vous quand même de ceci, il faudrait revoir les publications, mais on rejoint une sorte de bon sens et ça nous tranquillise. Oui. Mais non, pas lire le courrier le matin, on a 2 bonnes équipes qui ont bien publié là-dessus. Ouais, c'est de plus en plus difficile. Maintenant, ceux qui travaillent avec des entreprises en décalage horaire, Juste. Si vous travaillez dans un autre pays, en jet lag, parce qu'au fond, les cadres, ils mettent en rouge dans leur agenda entre 1h et 5h du matin, temps interne. Pourquoi? Parce que ça, c'est bien prouvé, quand on travaille en shift, on fait le plus d'erreurs, on se coupe, on fait des erreurs de calcul entre 1h et 5h du matin. Donc c'est à ce moment-là qu'on fait... Donc ces gens qui vont un jour à New York, signer un gros contrat, ne le font pas entre 1h et 5h du matin interne, pas avant 6 jours d'accoutumance. Bon, on dit qu'on peut perdre jusqu'à 30% de capacité décisionnelle en nuit. Et alors ça a été toute la discussion du vol Rio-Paris. C'était vraiment notre discussion. Vous savez, on a perdu plus de 200 passagers, le vol Rio-Paris, avec 3 personnes mieux qu'HEC dans le cockpit. 3 personnes vraiment très intelligentes. Très intelligentes dans le cockpit. Cet avion n'avait aucune raison de tomber. Aucune. Il est tombé, on a perdu 200 passagers. Donc... alors on a dit oui, c'est la nuit, c'est ceci, pas de repère. Non, non, c'est une erreur humaine, pas possible. Pas possible, pas possible, on ne comprend pas. En fait, il y a eu dans cette équipe, tout le monde croyait que l'autre était responsable, en fait, c'est ça qui s'est passé. Tout le monde croyait que l'autre était responsable. Bon, il y a eu un incident un peu spécial, mais quand même, prévu dans les livres. Donc il a perdu sa vitesse, gelé, plus de vitesse, et puis ça a dégelé, la vitesse est revenue. Donc ils connaissaient nous leur vitesse. Mais il y a des choses incompréhensibles. Le stress ça rend vraiment idiot. Ça rend idiot le stress. Hein. C'est ma question. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les stress? Bon stress, mauvais stress, qu'est-ce qu'on sait? Pas plus que ce que vous savez, que tout le monde sait. Bon, études récentes, oui. Nos amis assureurs ont fait quelque chose de bien. Ils ont calculé des symptômes de stress, de surcharge de travail, et un risque d'accident et autres. Est-ce que vous connaissez les lampes rouges d'une surcharge mentale? Donc vous êtes au travail, vous avez 3 affaires. Qu'est-ce qu'on vous demande de surveiller comme signe? Qu'est-ce qui va arriver en premier? Vous signalez que vous êtes en surcharge. Hein, ça c'est 3, ça c'est du 2. On a 1 avant. Ça c'est 3, c'est tard, c'est tard. Oui, on est là, tout près. Donc c'est une sorte d'irritabilité. Donc vous avez une petite bonne nouvelle, vous êtes trop content, vous surréagissez, et une petite mauvaise nouvelle, vous êtes trop déprimé, ça ne va pas. Donc il n'y a plus d'adéquation entre l'événement et l'émotion qu'il génère sur vous. Vous êtes bas en sérotonine, pour employer votre langage. Vous êtes bas en sérotonine. Sérotonine nous maintient. Voilà. Donc ça c'est 1. 2. Le stade 2. Dites-moi ce que c'est 2. Vous le connaissez dans pratiquement tous les bouquins de gestion. En parle parce que c'est dangereux pour les décideurs. Le 2. L'épuisement. Oui, on est tout près. C'est le sommeil. Donc trouble du sommeil. 2A. Vous allez au lit, vous ne trouvez pas le sommeil, c'est du 2A. 2B, vous vous réveillez avant le réveil. Et le plus grave, 2C, c'est le réveil nocturne. Le réveil nocturne. Réveil nocturne. Donc vous vous réveillez 1h, 2h du matin, puis vous réveillez, vous dormez quand le réveil sonne. Et le B, c'est on se réveille avant. B, c'est vous vous réveillez avant. Vous avez mis à 6h, à 5h, moins quart, vous êtes déjà levé. En fait, c'est très simple. Hein. Le cerveau essaie absolument de gagner du temps. Absolument. Donc il vous empêche de dormir. Donc d'abord, il voit que sa sérotonine s'abaisse. Donc vous devenez irritable.
Et puis, il se dit, non, la sérotonine, ça ne marche plus, je suis bas, je vais essayer de gagner du temps travail, du temps machine. Donc, il vous empêche de vous endormir, vous réveillez plus tôt, puis vous fait travailler la nuit. Et, vous avez très bien dit, le 3, ça devient du médical. Hypertension, problème d'estomac et tout ça. Donc, voilà, c'est peut-être la seule chose. Et il y a une corrélation entre ces signes et la mortalité et morbidité. Les directeurs ressources humaines le connaissent. Donc ça, c'est fiable, c'est 3 étoiles. C'est un calcul de nos amis actuaires pour leur... donc c'est pas facile, hein, mais vous avez des responsabilités. Hein. Vous avez des responsabilités. Mais ne pas prendre un stade plus de 2B pendant plus de 3 mois. Hein. 2B plus de 3 mois, vous êtes dangereux. Hein. 2B, c'est 2B, réveil nocturne. Le réveil nocturne. Oh, pas chez... Attends, attention, pas chez la personne... oui, c'est pas trop fréquent, non. Si vous avez des réveils très fréquents, c'est-à-dire 2 nuits sur 3, on peut considérer ça... Attention, si c'est aigu, vous avez un gros souci, vous dormez mal, ça c'est rien. C'est du stress aigu, du bon stress, c'est fait pour réagir. C'est quand ça devient chronique et vous ne savez plus pourquoi. Ça, nos amis assureurs, on calcule leur prime avec ça. Donc c'est du 3 étoiles. Et si on n'arrive pas à se réveiller le matin, c'est très très bon, très très bon, très très bon, très très bon. C'est bon signe, c'est bon signe. Tu abordais le vol Rio avec l'intelligence collective et donc apparemment, on ne sait pas trop ce qui passe. Si tu reprends sur ce thème d'intelligence collective, quelles sont les choses que tu peux conseiller avec tes connaissances pour améliorer et qu'est-ce qui ne marche pas alors que tout le monde dit que ça marche? Écoute, si je dois vraiment... Maintenant, on travaille collectif, travail d'équipe. Et on fait ça maintenant avec nos pilotes, que ce soit Air France, Lufthansa ou quoi. On fait vraiment un test. C'est ce qu'ils appellent le test TCI. Ça a été inventé par les commandos américains au Vietnam. C'est un test, si on ne le réussit pas, on ne part pas. Si on ne le réussit pas, on ne décolle pas. Donc c'est très simple, vous pouvez le faire chez vous, demain, avec votre équipe. Prenez votre équipe. Les gens qui travaillent, qui doivent interagir avec vous, mettez autour de la table. Avant ça, vous êtes un peu préparé. Donc vous avez mis sur un papier vos 6 objectifs du trimestre, mesurables, avec un indicateur, une performance et une date. 6. Et vous les classez par ordre d'importance. On doit faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc, un indicateur, un chiffre pour une date. C'est un objectif. Pour le pilote, je dois faire ceci, ceci, cela. Vous le cachez. Vous le cachez. Et vous demandez à tout qui veut interagir avec vous de deviner ce qu'il y a sur votre papier. Si il ne devine pas les 6 chiffres et dans l'ordre, vous allez à la catastrophe. Vous n'êtes pas sur la même planète. Imaginez que moi je mette le cash en 1 et vous le market share en 1. On va se battre. On va se battre. On n'est pas dans la même entreprise. Et les pilotes, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par là, on fait... Quel est notre objectif en termes de fuel, en termes de confort passager, en termes d'ETA et tout ça. Donc tous doivent se mettre d'accord. Une fois que vous êtes d'accord sur 6 points clés mesurables, le nombre de conflits et d'incompréhensions dans le cockpit diminue nettement. Vous pouvez faire ça en tant que responsable d'entreprise. S'il ne devine pas ton numéro 1, ce qu'il veut vraiment, ce qui l'empêche de dormir la nuit, c'est ça. S'il ne devine pas, c'est votre faute, ne pas communiquer. Mais faites-le vraiment. Et vous allez avoir des surprises. On doit deviner les objectifs de l'autre ou on doit se mettre d'accord sur des objectifs communs? Le test lui-même, c'est de deviner. Après, si vous devinez des choses différentes, vous pouvez faire la suite de l'exercice. Ok, on ne s'est pas compris. Tu as dit le cash, toi le market share, toi les parts de marché. Ok, mais réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui est le premier? Dans notre business, maintenant, en 2015, on fait du cash d'abord ou on fait d'abord un peu de parts de marché? Et alors vous vous réconciliez, et puis tous les 6 signent 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais comme c'est vous le patron, en principe, c'est vous qui devez... ça doit être votre choix. Vous le vendez. Donc voilà, je dirais une chose en intelligence collective, c'est un petit peu ceci. Qu'est-ce qu'on a fait en RH aussi? RH, ben on a fait, oui, le partage du savoir. Donc vous entrez dans un hôpital, dans mon hôpital. La première chose que vous recevez, c'est votre page intranet. Toujours. Votre page intranet. Et elle va sucer, aspirer toute votre intelligence, tout ce que vous avez, pour la rendre cherchable et partageable.
je quitte l'hôpital, j'ai besoin de savoir qui connaît cet antibiotique et parle allemand et est disponible maintenant, 3 secondes. 3 secondes. Obligatoire, j'ai 3 noms. Google part dans tous les sites et me rappelle celui qui s'est mis 3 étoiles à cet antibiotique, 3 étoiles à parler allemand et dont l'agenda, il est dans la maison. On ne sait pas travailler sans ça. Dans les entreprises aussi. Donc tout le monde doit répondre au questionnaire. Et c'est un questionnaire très bien fait. Donc c'est de l'HQL, Human Query Language. Ça vous aspire l'intelligence, mais ce n'est pas possible. LinkedIn, quand il vous demande qui vous êtes, ou Facebook, aspire 7% de vous. On est à 72% d'aspiration, de ce que vous savez, d'extraction, de taux d'extraction. Donc vous savez vraiment ce que vous savez pour pouvoir le partager. Oui, c'est un autre moyen de mieux se connaître, c'est de partager ce qu'on sait. Bon, le reste, il y a encore des choses. Je voulais juste revenir par rapport au stress, vous avez parlé de la première phase avec un manque de sérotonine. Oui. Et parce que vous avez aussi parlé du tryptophane tout à l'heure. Oui. Et vous pensez que même Vous avez raison, c'est ce qu'on dit. Que le tryptophane est un acide aminé essentiel pour la sérotonine. Le fait de prendre du tryptophane, oui, si vous êtes vraiment en manque de tryptophane, si vous ne mangez jamais une banane. Si vous mangez de la banane, pas de problème. Donc c'est rare les gens qui n'ont pas assez de tryptophane. Donc en principe, c'est pas le... non, la cause d'une sérotonine en dessous de 60 gamma, c'est quelqu'un qui a une vie très dure. Très très dure. Parce que chaque fois que vous avez un événement imprévu, une incertitude, vous brûlez votre sérotonine. Or la sérotonine a un taux de production faible et stable. Donc vous pouvez la brûler très très vite. Et une fois que vous l'avez brûlée, l'émotion ne colle plus à l'événement. Et donc vous rebondissez tout le temps. Et est-ce qu'on peut être aussi niveau par rapport à ça? Oui, il y a des gros producteurs et des petits producteurs, des optimistes et des pessimistes. Et c'est un gène. Et on a vu le gène. On sait où il est, les optimistes. Et les optimistes veulent vivre mieux et plus longtemps. C'est un bout d'un gène qui manque chez les pessimistes. Ça, c'est du 3 étoiles? Oui. oui, j'insiste. Et chez ces gens-là, la forme de tryptophane peut... Ça, je ne sais pas répondre. Vous êtes trop loin pour moi. Ça, je n'ai pas lu les dernières choses. Je ne sais pas. Je ne pense pas, parce qu'on l'a dans la nourriture normale. Et tout ce qui est neurotransmetteurs, GABA, acétylcholine, est-ce qu'on a des études sur l'influence des supplémentations? Ah oui, bien sûr. Le traitement du Parkinson, c'est ça. Hein. Le traitement du Parkinson, c'est de remettre de la dopamine là où il en manque. Maintenant, avoir un médicament commercial, non. Je vous ai cité toutes les pilules qui marchaient. Les autres, on n'a pas parlé des choses illégales, parce que comme on se connaît un peu mieux, est-ce qu'il y aurait des choses... Il y a une chose que vous devez absolument faire, c'est fantastique. Bon, ne dites pas que je dis ça, mais c'est vraiment très très bien. Non, aucun montage. Non, essayez, vous allez voir, c'est fantastique. On l'interdit à nos enfants. On l'interdit à nos enfants, mais essayez quand même. Donc, vous allez chez Auchan ou Carrefour, n'importe quoi, vous y allez quand il n'y a pas trop de monde, vous entrez et vous demandez le département 20. Vous allez au département 20, vous regardez, il y a des chiffres dessus. Vous regardez derrière, pas devant. Devant, on ne voit rien. Vous retournez à la bouteille. Et derrière, il y a un chiffre de taux d'alcool éthylique. Vous prenez 13-14, ça coûte cher. Vous rentrez chez vous. Vous mettez dans un sac en plastique. Hein, on ne voit pas, les enfants sont couchés. Attention, vous devez demander à un ami. Demandez à un ami parce qu'il y a un système spécial pour ouvrir. Peu de gens ont ça, mais vous demandez à un ami. Hein. Donc vous asseyez bien, vous prenez un verre, vous versez, moitié plein, et vous buvez. Extraordinaire. C'est une vraie drogue. On oublie ses soucis. Il faut essayer parce qu'on a un sentiment d'apaisement, de distance, une légère somnolence. C'est extraordinaire. C'est un effet de cocaïne pratiquement. Et c'est en vente libre, c'est pas trop cher. Essayez. Essayez. D'ailleurs, on ne peut pas rajouter la cocaïne à la liste de... Oh, on devrait. Non, ça peut être amusant, je plaisante. Pas tout à fait. Donc la limite consommation 20 avant d'avoir une atrophie frontale est de 2 verres
chroniquement. Donc 2 verres par jour, 1 jour sur 2, avec ce taux de prise, la RMN, 3 étoiles, montre une atrophie. Quand on opère un patient et qu'on dit, tiens, vous buvez combien? En général, on multiplie par 2, mais on voit les enzymes hépatiques, toujours, et le frontal. Donc faites quand même attention, si vous prenez des décisions, la limite, c'est vraiment 2 verres de vin chroniquement. Est-ce qu'il faut avoir l'alcoolisme protestant, c'est en une fois? Chroniquement. Oui, justement, Emmanuel demande, est-ce qu'il y a des méthodes pour boire sans la... Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour avoir le côté social et organoleptique sans avoir la toxicité? Quels sont les 3 moyens? Les hommes d'affaires connaissent ça. Boire très cher pour boire moins. Boire très cher pour boire moins, oui. Restreint. Allez, il y en a 2 autres. On le fait spontanément. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir le plaisir œnologique, mais pas la toxicité, rester bien clair? Oui, quoi? Un œuf, dur. Oui. Oui, à peu près ça. Donc, en gros, c'est de l'huile, des olives ou des choses comme ça. Film lipidique. Alors, les études disent qu'on gagne autant de pourcents. Et l'autre méthode? Oui, dilution. Dilution. 1 verre de vin, 2 verres. Ou alors, comme tu disais, ce que tu pratiques, je crois, c'est la méthode protestante. Okay. Ben, dans nos pays catholiques viticoles, on boit tout le temps, jamais sous. Jamais sous. Tandis que dans les pays du Nord, les pays protestants qui n'ont pas de vigne, c'est une très bonne bouteille le samedi soir, et alors, coma éthylique, tout de suite. C'est moins toxique. Et le plaisir de samedi soir. Non, la seule chose, maintenant très sérieusement, si vous pensez que vraiment vous voyez que vous en prenez régulièrement, faites le test des 21 jours. Donc 21 jours sans, ni bière ni alcool. Si vous tenez très facile, c'est un plaisir. Si vous vous sentez vraiment nerveux et vous en cherchez, vous pouvez dire que vous avez une addiction. 21 jours. Pourquoi les toxicologues ont calculé ça? Essayez. Vous tiendrez? On reste 21 jours dans la cave. On reste 21 jours dans la cave. Question, si vous avez parlé de facteurs génétiques en parlant du tryptophane, c'est modulable ensuite. On n'est pas tous figés à la naissance. Il y a les facteurs... Grosse question. Ce qu'on dit à nos étudiants, qui nous posent la question, est-ce qu'on est libre? Donc, la meilleure image de votre degré de liberté, c'est le poisson dans la rivière. Donc, il est libre, le poisson, il ne peut pas sortir, il a difficilement marcher en arrière. Donc, en gros, c'est l'image. Techniquement, pour la plupart des comportements humains, mais il y a des variations. 50% c'est génétique, 30% c'est jusqu'à 16 ans, famille sociale, et votre vraie volonté, c'est 20%. Alors ça varie en fonction des comportements. Les comportements les plus primitifs, c'est plus de génétique. Les comportements les plus élevés, c'est plus de volonté. Mais en gros, les chercheurs ont pris l'ensemble des comportements et on est étonné de l'importance prépondérante de la génétique dans beaucoup de choses. Donc on ne serait pas trop libre. Bon, 20% c'est bon, c'est le poisson dans la rivière. Ça c'est notre volonté. Attention, ça dépend du comportement. Comportement de réflexe, ça c'est 100% génétique. Les comportements les plus élevés, plus philosophiques, plus éthiques. Mais on peut dire ça à peu près. Quelqu'un qui naît génétiquement optimiste, qui se casse la figure plusieurs fois, peut devenir pessimiste, et vice-versa. Eh bien ça, je pense pas. Ça, je pense pas. Je ne suis pas vraiment spécialiste, il faudrait vraiment demander à un généticien. Hein. Mais je crois que c'est vraiment un gène qui s'exprime en constant malgré l'expérience. Un autre gène très important qu'on connaît bien maintenant, c'est la quantité de sommeil que vous avez besoin et de quelle heure à quelle heure. Donc ça, je vous encourage vraiment tous à savoir exactement le nombre d'heures que vous avez besoin. Si vous avez besoin de 5 heures, c'est que vous avez un enzyme qui nettoie vite. Donc, tant mieux pour vous. Vous pouvez vraiment vous lever après 5 heures de sommeil, vous êtes en forme. Par contre, il y a 20% de la population qui sont des gros dormeurs. Gros dormeurs, ça c'est... Allez, on place ça à 8 heures de besoin. Ils ont un enzyme lent. Donc, ils nettoient ces neurones très lentement. Hypothèse. Vous avez besoin de 8
heures, vous vous levez à 7 pour des raisons sociales ou de travail. Donc vous faites repartir la machine, il n'y a pas assez d'huile. À 45 ans, vous avez 65 ans. Aussi sec, non négociable. Donc la machine repart, cadmium, sodium, potassium, il y a des trous. Donc franchement, ce que pensent ces gens, c'est qu'il faut imposer votre rythme au travail. Si vous avez besoin de 9 heures, tant pis, c'est un handicap, on le sait. Bon. Mais, et de... Vous dites à 45 ans, vous avez 65 ans, comment vous dites? Parce que nos labos de sommeil font ça très facilement. Donc, l'âge mental, ça c'est le QI et d'autres, une batterie de tests psychologiques qui déterminent l'âge mental par rapport à l'âge physique. Et le nombre d'heures de sommeil, c'est aussi le laboratoire qui va le déterminer. Tout comme l'heure de coucher et de lever. Ça c'est votre pic cortisolémique, des gens du matin, des gens du soir. La plupart d'entre nous le savent intuitivement. Vous le savez, vous adaptez. Certaines personnes font des erreurs. Et l'erreur la plus grave, c'est vraiment des gros dormeurs qui, par la pression sociale, dorment pas leur temps. Donc là, on a des problèmes de ce côté-là, avec atrophie mesurée, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ça, c'est du 3. L'influence des somnifères? Je ne sais pas. Je sais pas. Dans cette étude, je ne pense pas qu'ils ont pris en compte ce facteur. Je ne sais pas répondre. Est-ce que vous pensez des micro-siestes, en fait, c'est-à-dire qu'on rattrape, on va dire, la nuit de sommeil, mais sur des Bonne publication, Université de Hanovre, qui ont calculé... bon, il y a tellement de facteurs, c'est assez difficile à dire. Mais dans leur conclusion, si c'est plus de 20 minutes, vous avez effectivement un effet sur la performance ultérieure, donc c'est utile, et ça vaudrait... le coût du travail de 20 minutes de quelqu'un qui ne fait rien et qui dort serait rattrapé par sa performance dans l'après-midi. Donc, on dit ceci. Alors, on a travaillé beaucoup sur les catnaps, c'est-à-dire siestes ultra courtes. Ça ne marche pas parce qu'on ne parvient pas à trouver les gens qui peuvent le faire. Il semblerait que des gens peuvent le faire, des gens ne peuvent pas le faire. Donc, pour la sieste, c'est 20 minutes et vous pouvez justifier auprès du directeur financier un coût-bénéfice de la sieste. Maintenant, la culture... Et la tête dans les mains, pour couper la vue, pour faire baisser l'activité électrique, ça marche? Oui, on a parlé là, tout ce qui arrête, tout ce qui ralentit. En fait, le problème est hyper simple. On calcule et on connaît bien la vitesse de traitement du cerveau. Combien de mots minutes, bits secondes, mots minutes, il a une capacité. Cette capacité de traitement varie un peu suivant individu, mais en gros, c'est 800 équivalents mots minutes. Ça, c'est notre vitesse, une bonne vitesse de traitement. Donc, on a des tas d'études, on donne des choses comme ça, on fait faire une tâche parallèle pour ça. Donc, 800. Problème. Au bureau, vous recevez 4 fois la capacité cérébrale. Secrétaire, téléphone, entrée, 4 fois. Donc, on a encore de nos jeunes étudiants qui disent « j'ai trop de travail à faire ». C'est vraiment dire au monde « je suis un imbécile ». Dire ça. Parce que c'est évident. C'est évident que vous avez trop de travail à faire. Vous avez une responsabilité, un cerveau, c'est fini. Vous ne finirez jamais votre journée. Jamais. Votre vie est un brouillon que vous ne mettrez jamais au propre. Donc dire j'ai trop de travail veut dire je ne sais pas quels sont les objectifs, je ne sais pas mettre une priorité. Ça. Ne dites jamais ça. C'est évidemment que vous avez trop de travail. Vous avez fait HEC, vous avez des responsabilités. C'est fini, vous êtes mort. Vous avez évidemment trop de travail. Évidemment. Donc ça, je crois que c'est une bonne leçon tout à fait physiologique. Allez, on lui met 2 étoiles. Hein, on lui met 2. La vitesse de traitement est nettement inférieure au flux d'informations envoyées par le monde. D'où vous trouverez souvent un conseil qui est vrai. Si vous êtes un peu débordé, ralentissez. Faites tout. Whatever you do it slowly. Et vous verrez, ça marche très très bien. Ralentissez un peu. Certains chefs d'entreprise disent, moi je vais tout gérer à travers seulement 3 collaborateurs. Parce que le stress, c'est proportionnel au nombre de personnes que vous avez à gérer, est exponentiel. Donc ils réduisent tout, ou ils ralentissent. Donc on a un autre exemple aussi, beaucoup de chefs d'entreprise font ça, c'est toujours éviter ce qui est en ligne. Conversation en ligne. Conversation téléphonique ou réponse immédiate. Quand vous parlez, vous avez moins de 3 secondes entre la question et la réponse, par politesse.
à moins de 3 secondes, le cerveau emploie un circuit dit bas. C'est-à-dire vite, mais pas très bon. Dès que vous passez cette barrière, vous dites « fais-moi une note, je te répondrai », ou vous laissez sur le répondeur, vous écoutez le répondeur, la qualité augmente de 27%. Et ça, c'est bon. On a vraiment vu ça. Donc, plus vous achetez du temps, et c'est d'autant plus vrai après 45 ans. Après 45 ans, vous avez perdu 15% de vitesse de traitement, mortalité neuronale. Donc, c'est plus d'espoir. Non, vous pouvez acheter du temps. Donc vous verrez ça. Les gens, les seniors, ils font automatiquement, hein, ils ferment leurs portes, ils demandent plus de... C'est important ce que tu me dis, fais-moi une note. Donc ils achètent du temps. Parce qu'à 65 ans, qu'est-ce qu'on a de plus qu'à 35? Une énorme bibliothèque. Mais le bibliothécaire a l'arthrose. Il faut lui laisser le temps de chercher. Mais s'il cherche, il trouvera mieux. Donc il gagne vraiment du temps. On a calculé, vous voyez, des gens à 75 ans qui prennent des décisions extraordinaires. C'est une question de s'adapter. Tu avais parlé du nombre de sommeil nécessaire pour chacun. Comment on peut savoir vraiment quel est le nombre d'heures? Essai-erreur ou labo de sommeil. Donc, essai et erreur. Donc, vous essayez un peu tout et vous voyez la journée, comment elle se passe. Il y a beaucoup de gens sentent ça intuitivement, vous savez, ils le savent. 90% le savent. Ou alors, vous avez vraiment un problème, vous allez à un labo de sommeil. Le labo de sommeil vous dira exactement. Il verra un peu. Labo de sommeil. Vous prétextez n'importe quoi pour que ce soit payé par la sécurité sociale et il vous donnera votre pic cortisolémique. Et tout. Tous les nouveaux capteurs pour justement enregistrer le sommeil, etc. Ça fonctionne, oui. Non, pas pour l'apnée du sommeil, pour l'apnée du sommeil. Vous avez raison. Oui, on peut. Les électroencéphalogrammes, les PET scans, tout ça, ça marche bien. Mais les Wi-Fi, c'est pas... Les Wi-Fi. Je sais pas ce que c'est. Les bracelets connectés. Les bracelets connectés. J'ai pas d'électro. Bracelets connectés pour connaître votre rythme cardiaque? Non. Avec les cycles du sommeil, en fait, les cycles. En fait, ça donne le sommeil profond. La partie paradoxale, etc. Ouais, ben je sais pas. Je sais pas dire. Je connais bien les cycles du sommeil, mais je ne sais pas dire si on s'est amélioré ça ou pas. Ça, je ne sais pas. La seule chose qu'on sait, au point de vue de ces cycles, oui, ok. Donc, il y a une recommandation qu'on est en train de vraiment vérifier, mais on croit que c'est bon. Pour avoir un bon sommeil, un carnet au pied du lit. Un carnet au pied du lit. Et notez votre liste à faire du lendemain ou vos soucis. Alors, qu'est-ce que ces chercheurs ont fait? Donc, ce sont des chronobiologistes de bonne réputation. Ce n'est pas encore suffisant que pour... mais c'est des gens sérieux, en général les Anglais, ils sont bien là-dessus. Ils ont vraiment trouvé ça. En fait, quel est le mécanisme, ils pensent? Donc, vous recevez dans la journée des lampes rouges, des envies, des désirs, que le cerveau ne peut pas classer. Vous en avez trop. Donc, ça traîne par terre. Alors, il y a un mécanisme qui est là pour nettoyer les corridors, une sorte d'entreprise de nettoyage. Elle travaille la nuit. Donc, c'est le sommeil paradoxal. C'est pour ça que vous êtes paralysé, sauf les yeux. Et donc, elle prend toutes ces pensées, elle finit l'histoire, parce qu'elle ne peut pas slotter en mémoire si elle n'a pas fini. C'est ce qu'on appelle le rêve. Vous rêvez, c'est la fin de l'histoire. Et alors, elle les slotte. Et on pense que s'il y a trop de soucis, de désirs dans les couloirs, il ne parvient pas à les classer, à nettoyer pour quand vous allez vous réveiller. Ils rêvent trop, et donc vous avez des réveils nocturnes. Donc, en quelque sorte, en mettant sur papier vos désirs, vos intentions, vous avez une sorte d'équivalent moteur qui ferait qu'il ne doit plus travailler sur ça pendant la nuit. Et donc, ils ont montré que les gens qui avaient cette pratique avaient nettement moins de réveils nocturnes. L'extrapolation, c'est le phénomène que je vous ai expliqué. On est encore un peu tôt dans les recherches pour le prouver, mais ça semble être une bonne piste. Donc, si tu devais résumer les conseils clés pour avoir un sommeil de qualité? Carnet au pied du lit, en 1. Connaître son rythme du sommeil. C'est à peu près tout. On ne sait pas beaucoup plus de choses. Tu as des conseils pour résister à la pression sociale pour les gens qui sont des dormeurs de 8 ou 9 heures? Parmi tous les gens que tu accompagnes, toi qui es neurochirurgien, tu as peu dormi à certains moments. Quels sont les conseils qui marchent, pas les conseils qui font vendre? Je dirais être soi-même.
je crois que si tu es un gros dormeur, ou que tu as des caractéristiques, tu travailles très bien à 6 heures du matin, tu n'es plus nulle part à 4 heures du soir, c'est s'imposer à l'entreprise. L'individu au-dessus de l'entreprise, s'imposer. Et comme tu es dans ton rythme, il est probable que tes résultats trimestriels soient meilleurs. Donc au départ, ça va crier, tiens, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas, pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce qu'il part à 4 heures, ça va crier. Mais je crois qu'à la fin, par je dirais, ce gain que tu peux avoir toi-même, les résultats vont suivre. Après 6 mois, on se dirait, bah tiens, pourquoi pas. Donc c'est un peu ça. Se respecter sa biologie, avec les gains de productivité qui en découlent, qui, de quelque part, si tu es aux responsabilités aux manettes, ça se marquera, ça se verra. Donc on dira, tiens, on te trouvait drôle, mais finalement, ton chiffre là, c'est quand même pas mal. C'est un peu ça. Tu évoquais tout à l'heure qu'on a 4 fois trop d'entrées d'informations. Est-ce que tu peux nous parler de la situation où Ernst & Young est venu dans votre équipe de neurochirurgiens pour optimiser, en tout cas vous recommander des choses et parler de la délégation, s'il te plaît? Oui, ça c'est une drôle d'histoire. Donc, un hôpital coûte très cher, un neurochirurgien très bien payé. Vraiment très, très, très bien payé. On a une grosse équipe. Il faut 3 infirmières, un anesthésiste qui en dort, et des choses comme ça. Et dans nos livres de management, on avait publié qu'il fallait faire du business process reengineering, que 17% des tâches que vous les faites, vous êtes surpayés. On avait tout fait ça, on avait fait ça avec EY, Ernst & Young, qui sont des comptables, des gens du chiffre. Et on a effectivement vu, dans ce que vous faites, 17% des tâches, vous êtes nettement surpayés. Quelqu'un de moins cher, en Inde ou au Bangladesh ou dans un pays moins payé, ou un sous-traitant ou une machine, pourrait le faire à même qualité, moins cher. Donc c'était bien fait. On fait tout ça parce que je travaille beaucoup à ce bouquin à ce moment-là. Et puis on leur dit au revoir, et ils disent, mais vous, est-ce que vous faites ça? Bon, on fait évidemment pas ça. Il dit, ben, tiens, dans votre activité, qu'est-ce qui pourrait être soumis à cette épreuve de délégation à qualité égale? Rien du tout. Ah, mais rien du tout. Et puis ils viennent quand même voir un peu, ils disent, ben, tiens, enlever le crâne et le remettre. Vous faites ça en routine? Ben oui, c'est vrai qu'on... Je ne dis pas qu'on mange son sandwich en même temps, mais enfin bon, c'est le 3e de la journée, je veux dire, on met son trépan, et c'est un trépan à débrayage automatique. Donc dès que la calotte est passée, il n'y a pas de risque. Vous pouvez pousser. Et puis on relie les trous et on enlève, on met. Et quand on remet, ben, on le replace, on met des fils. Et puis, on dit, tiens, ça se passe bien, oui, ça se passe très bien, on peut voir vos patients, oui, on peut voir vos patients. Vous avez quand même 1% d'infection de volet. Et puis, les malades venaient assez souvent en disant, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Et effectivement, quand ça bouge, ça fait du bruit. On dit, c'est pas grave, ça fait du bruit, mais bon. Donc, il dit, bah, tiens, cette tâche-là, est-ce que vous n'êtes pas surqualifié, ça vous embête, vous faites rien, et vous laissez quelquefois un assistant. Il dit, est-ce qu'une infirmière ne pourrait pas le faire? Oh, non, quand même pas. Quand même pas. Et puis, est-ce qu'on n'essayerait pas? Vous qui êtes à la fois universitaire, là, est-ce qu'on ne pouvait pas le faire? On a vu notre comité d'éthique. Tiens, est-ce que les 100 prochains volets crâniens, on ne ferait pas faire ça par une infirmière? Oui, mais avec le comité d'éthique et tout ça, il faut voir que les résultats, donc calculer le PSI, Patient Satisfaction Index, le taux de recollage, les bruits et tout ça. Et oui. Évidemment, c'était mieux fait par les infirmières. Nettement, parce que ces filles sont fraîches. Ces filles adoraient faire ça. Franchement, je vous le montre, vous le faites. Donc, non, franchement, non, sans plaisanter, c'est un travail d'horloger. C'est un travail d'horloger, de mécanicien, d'ébéniste. Hein. Et donc, ces gens ont fait ça très, très, très bien. Taux d'infection 2 fois moindre. Le volet ne bouge plus. Et donc, et ces filles sont 10 fois moins payées que nous. Donc, donc vous voyez, non, c'était l'image un peu que tout le monde lit le Financial Times. Les capacités cérébrales sont fort, fort proches. Et quand je dis 17% de ce que vous faites pour être fait par votre secrétaire, je suis gentil. Donc, quelqu'un de discipliné, rigoureux, et surtout qui a reçu un checklist
de comment je fais, vous êtes déprogrammé, vous lui dites, vous la soutenez, vous la formez, vous lui dites quoi, vous serez étonné de ce qu'on peut faire là-dedans. Donc on est vraiment, on dit que 10% des choses que vous faites cette année, ne les faites plus l'année prochaine. Ne les faites plus. Vous n'êtes pas le meilleur, vous n'êtes pas. C'est un peu ça ce lien qu'on fait dans ce sens-là. On a fait le tour un peu, je pense. Hein. Pour reprendre ce que disait sur l'exemple de Lucie, cette idée que, en effet, on n'utilise que 10% de nos capacités cérébrales. Alors, à part les pilules, est-ce qu'il y a des choses que demain on utilise plus? Est-ce que c'est vrai qu'on n'utilise que 10% de nos capacités cérébrales? Bon, si je vous montre le scanner de mon cerveau, vous allez être très étonné. Et je passe tout le temps dans la machine. J'ai une atrophie. J'ai une partie de mon cerveau qui est trop petite, atrophiée. En principe, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas parce que je cache bien, mais j'ai une partie de mon cerveau qui est atrophiée. Bon, à un moment, on m'a dit ça, je suis passé dans la machine, et puis on m'a dit, voilà, tiens, t'as un trou ici. Et, ouais, un gros trou, c'est impressionnant. Et effectivement, on m'a fait après passer des tests, il y a un truc que je ne sais absolument pas faire. Je ne sais pas faire. Donc, je contourne un peu ça. Donc, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'en chirurgie, on peut enlever une grosse partie, on ne voit rien. Un cervelet, on enlève la moitié. À droite, j'enlève beaucoup plus qu'à gauche. À gauche, j'ai le langage. Je suis très... Vous avez vu à France 2 le reportage « Opération du cerveau avec quelqu'un d'éveillé ». Très souvent, très fréquent. Ça fait pas mal le cerveau, il n'y a pas de récepteur. Donc, ce chirurgien à Montpellier fait ça très bien. Il enlève en interrogeant le malade. Et dès qu'il arrive à la substance saine, le malade, on a toujours fait ça. 2 bras tendus. Quand on opère dans la zone motrice, 2 bras tendus. Le malade. Hein, on voit un bras qui baisse, stop. Stop. Pourquoi? Parce que la chirurgie du cancer, le cancer a la même couleur que le tissu sain. Donc, c'est un choix cornélien. Ou vous enlevez beaucoup, la personne, l'enfant va vivre 10 ans paralysé, ou vous enlevez peu, il vit 1 an en parfaite santé. Vous demandez quoi au malade? Tu veux 10 ans paralysé ou 1 an plein? Vous ne pouvez pas. Donc, vous devez prendre la décision vous-même. Donc, c'est millimètre par millimètre, on enlève. Millimètre par millimètre. J'enlève encore, j'enlève pas. Donc, vous gagnez chaque fois 1 an de vie, mais si vous allez trop loin, vous perdez un bras. Donc, il faut vraiment faire ce calcul-là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'où l'anxiété. Quand, à la fin de l'opération, réveille-le, réveille-le, je veux voir. Quand il bouge partout, on se dit, allez, j'aurais peut-être dû enlever ça en plus. S'il ne bouge pas. Donc c'est vraiment cornélien. Et vous ne pouvez pas le demander à un malade, vous êtes seul. Seul devant votre responsabilité. Il faut le faire. Donc j'en reviens vraiment à votre question. Il y a une grosse redondance. C'est plus qu'un avion. Donc il y a une triple redondance. Donc on pourrait. Autre réponse qu'on a en business. Vous êtes payé fixe. OK. Et puis on vous paye à la performance. Combien votre chiffre augmente? Donc c'est un peu ça, quoi. La motivation vous fait faire plus. On dit à nos étudiants HEC, n'acceptez jamais un salaire fixe. Jamais. Vous êtes trop bons pour ça. Jamais un salaire. Toujours une part variable. Ayez confiance en vous. Vous êtes bons. Donc c'est vraiment un petit peu ça. Donc des gens payés au fixe, on voit le chiffre, et puis on augmente la part variable. On a un point S à 1/3. Au-delà d'1 tiers de part variable, on tient des gens trop agressifs, hein, des mercenaires, tout ça. En dessous d'1 tiers, ils ne bougent pas. Donc on a un point S à 1/3 de variable, et là, vraiment, les performances, presque intellectuelles, sont des gens qui ont des choses à faire, augmentent. Donc on pourrait se dire qu'ils n'employaient pas tout après. Donc, oui, c'est un peu difficile. Alors, ce qu'on travaille énormément maintenant en amplification du cerveau, on ne croit plus à l'éducation, on ne croit plus à la motivation, on croit fermement dans les logiciels. Les logiciels. Tout est logiciel pour nous. On peut décupler la capacité, la productivité avec des logiciels de productivité, ça s'appelle comme ça. Donc, quelqu'un qui connaît bien le logiciel va produire beaucoup plus que quelqu'un qui n'en a pas. Donc, on a des tas de logiciels qui permettent de faire énormément plus. Un vol Rio-Paris, c'est 90% machine. On ne veut pas qu'il touche les contrôles. S'il touche, pas. Donc on est vraiment dans cette optique-là de faire par la machine. Et ça marche très bien.
On est vraiment loin en intelligence automatique. Les usines sont dépeuplées, bientôt c'est les bureaux. Vous pouvez faire, regardez ce que fait SAP, Oracle. On prend des décisions d'achat, de vente automatiquement, et ça marche. Mais ça, c'est un problème éthique. Tu veux raconter la petite histoire de tes études? Pourquoi tu es devenu chirurgien alors que tu aurais aimé être quelqu'un d'autre? Il veut me faire dire que j'ai raté HEC. Il a raison. Je voulais faire ça et puis j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à cause de mon problème, en fait. Alors, je peux pas faire ça. Et donc, j'ai fait neurochirurgie à ce moment, médecine, parce que, contrairement à ce que vous pouvez croire, c'est beaucoup de courage, beaucoup de mémoire, mais c'est malgré tout une tâche un peu routinière. Quand on est neurochirurgien, ben, c'est très technique, finalement. On voit le malade avant, on voit le malade après. On devient des techniciens, c'est un peu dommage, mais voilà un petit peu. Tu as un terrain qui fait le pont entre les connaissances de médecin et de neurochirurgien et le business. On en a parlé un petit peu avec Sian tout à l'heure. Tu veux bien nous donner quelques applications, parce que là, on le voit au niveau de l'individu, mais tu nous as parlé de Titanic, tu nous as parlé de Da Vinci Code, des choses qu'on ne comprend pas forcément, mais qui, avec l'appui du logiciel, permettent de mieux comprendre là où on veut aller demain. Je dirais que la première application des sciences cognitives au business, c'est l'ergonomie. Ce qu'on appelle l'ergonomie. L'ergonomie, c'est la science de l'homme au travail. Donc on a une ergonomie de la décision, par exemple. Vous vous souvenez de ce cockpit dont je vous ai parlé, des avions ou d'entreprises? Ben ça, c'est de l'ergonomie. Donc on réduit, on simplifie l'information pour n'envoyer que ce qu'il faut. Donc on va simplifier donc une question, 6 chiffres, pas plus. C'est ergonomie du travail, business ergonomics. Ça, c'est vraiment l'application de ceci. Alors, pour l'instant, on travaille beaucoup en ergonomie de la communication et ergonomie du divertissement. Alors, on dit un peu en boutade. Donc, l'histoire est simple. Je m'occupe beaucoup des enfants opérés du cancer du cerveau. J'aime bien ça, j'ai une dette, j'ai été très pauvre, j'ai reçu une bourse pour le faire, donc je paye ma dette. Et cette dette, on essaie de la payer pour ces enfants, parce que les parents font un deuil précoce, enfin peu importe. Donc, on récolte de l'argent, avec ma CBI, chercher de l'argent. Et on arrive chez une entreprise qui est un gros, qui s'appelle Disney, qui a un gros parc près de chez vous. On dit, voilà, vous ne pouvez pas donner 10 000 € parce qu'on a besoin pour acheter une assistance sociale. Peut-être, non. Est-ce que vous ne pourriez pas en échange nous dire comment le cerveau fonctionne, les émotions, les sciences affectives, les émotions? Non, non, c'est pas non. Donner de l'argent, c'est un don. Et puis après, quand on ne savait plus payer notre assistance sociale, on dit oui, évidemment. Et on a commencé à donner des cours sur ce qu'on appelle les sciences du divertissement. Comment divertir? Donc, sciences des émotions, comment gérer une émotion. Et on a reçu un coup de fil très étrange un soir. Voilà, on fait un film. C'est un bateau qui va couler. Et on est embêté parce qu'ils connaissent la fin. Est-ce que vous nous avez dit au cours que la symétrie d'information, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On a 3 scènes et un grand trou. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et vous verrez dans Titanic, si vous êtes assez attentif, qu'à un moment, vous allez voir l'iceberg 12 minutes avant le capitaine. 12 minutes. On vous le montre, le capitaine ne l'a pas vu. Eh bien, vous gagnez 40 points de stress, en fait. C'est très stressant pour nous, qui sommes des animaux sociaux, d'avoir vu un danger et de... Voilà. Vous vous souvenez de Guignol? Hein, il y avait Guignol qui vous disait bonjour, et puis il y a un grand qui arrive derrière. Attention, derrière toi! Eh bien, c'est ça, nous avons un sentiment de solidarité qui font qu'on a besoin de ceci. Donc, on gagne 40 points. Et les 3 scènes qui suivaient étaient trop basses en tension, on était sur du 120, vous allez un peu vous ennuyer. Donc en allongeant le temps de 8 à 12 minutes, on maintient toutes nos scènes à 200, 240 pour un thriller, c'est bien. Donc actuellement, vous avez des logiciels qui sont des générateurs de contenu qui génèrent du plaisir, qui génèrent de l'émotion. Je ne sais pas si vous voyez The Voice, hein, vous connaissez ce qu'on trouve de chanteur, le Da Vinci Code, tout ça. Il y a d'abord un auteur, parce qu'il faut un concept. Tout ça est remis dans un logiciel de gestion de contenu pour faire un page turner. Hein. Donc on va mettre un petit truc
pour que chaque fois on maintienne votre incertitude à un certain taux. L'auteur fait ça naturellement, pas toujours très bien, donc on va le recadrer. C'est le travail de l'éditeur de faire ceci. Donc c'est des logiciels qui produisent tous vos loisirs et autres, qui vous génèrent joie, peur. Quand vous donnez une mesure, 120, 200, Oui. 240, c'est quoi cette mesure? C'est très précis. En fait, on est parti des échelles de stress humaines. Quand est-ce qu'on se suicide? Quand est-ce qu'on a un burn-out? Les directeurs ressources humaines connaissent ça très bien. Un divorce, c'est 100 points. Perte de votre travail, c'est 100 points. Déménagement, c'est 40. Ça a été relativement, c'est l'échelle de Holmes, ça a été relativement bien fait. Donc il y a un lien événement, incertitude chez vous. On sait, ça colle bien, les gens sont malades à ce point-là et tout ça. Donc on a transposé ça au film. Donc dans le film, on a tout fait pour que vous soyez incarné. Vous êtes le héros. On a de très bonnes techniques pour vous incarner. Et donc ce que subit le héros, vous le subissez moins 30%, à peu près, si on est bien. Et donc on va faire subir au héros un certain nombre de choses. Par exemple, le meurtrier approche. Il l'a entendu, quelque chose comme ça. Ça, c'est du 60 points. Il doit s'échapper, il y a 3 portes. Allez, vous avez gagné 30 points. On monte le son, le cri de la peur. Hop, on prend 15 points. Et donc on va, comme ça, vous maintenir jusqu'en climax à 240. C'est ce qu'on appelle blockbuster. C'est avoir un film qui fait plaisir. Et on a travaillé beaucoup. Vous connaissez un peu The Voice, le concours de chansons, vous l'avez vu. On a travaillé un coup extraordinaire. Ça, c'est irrésistible. C'est le choix de Sophie. Le choix de Sophie. Donc, vous voyez Garou. Garou, bien, tout ça. Et puis, pendant toutes les primes, il a dit à toute son équipe, vous êtes les meilleurs. C'est vous qui serez The Voice. The Voice. Et donc, tous ces petits jeunes sont là, et tout ça, avec des grands yeux. Et on met dans la règle du jeu le choix de Sophie. C'est-à-dire qu'il doit à un moment choisir dans son équipe qui part, et il est le seul. Donc vous avez là 2 petits jeunes confiants qui allaient devenir les voix de l'avenir, qui croient en lui. Il leur a dit, tu es très bon, tu es une voix d'or et tout ça, et il doit choisir un des 2. Comme Sophie qui doit dire, face à l'officier d'Asie, je tue lequel? Si tu dis rien, je tue les 2. Le choix de Sophie. Et donc, à ce moment-là, on fait une caméra. On a des jeux de caméra très très bien. L'œil du juge, de Garou, retour caméra, le trahit. Malheureusement, après lui avoir dit qu'il était fantastique, je garde Laurent, caméra sur Eric. 100 points. 100 points. Injustice aux faibles, confiance trahie. Bang! La publicité tout de suite après. Pas de problème. Non, vous êtes manipulé, hein. Vous êtes manipulé, hein. Non, oui. Est-ce qu'on a le même mode de manipulation fait par les ergonomes, fait par le monde de l'entreprise? Est-ce qu'il y a ce... Donc on a publié avec HEC, avec le département marketing, un bouquin qui était un bon succès, qui est sur le marketing cognitif. Ça, c'est un gros problème. C'est un très gros problème. Vous êtes manipulé, hein, vous le savez. Donc, par exemple, un prix de 9,99. Vous allez acheter, parce que dans le cerveau, le premier chiffre compte beaucoup plus que les autres. Donc, pour vous, un 9,99, c'est 9. C'est 10. Eh bien, c'est irrésistible. Vous allez sur Booking.com ou Amazon. Attention, 3 personnes regardent cette page, plus qu'une chambre de libre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous cliquez. C'est faux, évidemment. C'est faux. On a calculé avec des menus de restaurant, de la façon dont le chiffre est mis, si euro est mis avant ou après, si le chiffre est mis là, on double votre ticket. Comment faire un magasin, votre circuit? On vous fait passer devant quoi? On vous fait sortir par quoi? Ikea, bien, évidemment Ikea. Donc, ça c'est ce qu'on appelle, est-ce qu'on peut le faire? L'odeur de la vanille dans les banques. C'est le seul flavor qui est dans le lait maternel. Donc ça évoque une sensation de confiance. Vous voyez jusqu'où on va, une signature, hein, c'est BNP, hein, la signature. Soyons concrets, il faut mettre euro après ou avant? Donc, vous voyez, non, c'est vraiment... Quel est l'avenir des robots? Parce qu'on parle beaucoup de robotique. Et
Par exemple, Stephen Hawking a dit que bientôt les robots allaient dépasser l'intelligence humaine. Qu'en est-il? Même par exemple au Japon, j'ai lu qu'il y a une société qui utilisait des robots pour recevoir la clientèle. Et il y a comme ça, même Amazon maintenant utilise des robots pour effectivement rechercher les commandes qui sont passées par les clients, et ça a fait baisser le temps pour les paquets, ils sont passés de 1 heure à 13 minutes. Donc en fait, est-ce qu'on peut remplacer, parce que je suis intéressé, parce que je suis une entreprise, bref, je suis intéressé par remplacer les humains par des robots, personnellement, parce qu'effectivement ça coûterait moins cher, et puis ça serait plus fiable. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est de voir si je peux quand même. Je crois que la productivité augmente régulièrement grâce à l'automatisation et que ça va continuer. Je crois que ça va continuer. Jusqu'au robot ou pas? Jusqu'au robot, absolument. Finalement, travailler, c'est une malédiction. C'est pas gai. Si vous avez un système qui crée de la richesse et un politique qui le redistribue équitablement, vous pouvez même travailler jusque 37 heures, pas plus, par semaine. Peut-être même un jour, 35 heures, on ne sait pas. Donc, je pense que si la machine qui fait tous les travaux de routine, que l'homme n'aime pas, que l'homme se blesse, que l'homme fait mal, je ne vois pas le problème éthique s'il y a au-dessus d'elle un homme, politique ou autre, qui redistribue la richesse créée. Je pense qu'il n'y a pas d'autre problème. Le seul problème, ce sont les armes automatiques. Donc vous avez actuellement un certain nombre de systèmes de défense automatique où la machine peut tirer ou blesser quelqu'un qui s'introduirait automatiquement. Donc quelqu'un passe, entre dans votre maison, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe et qui le blesse. Donc ça devient un autre problème. Parce que la loi numéro 1 de la robotique, c'est qu'un robot ne peut pas faire de mal à un homme. Ça, si ce n'est pas dans le code, on a un problème. Mais en principe, c'est le code 1. C'est qu'il ne peut pas faire de mal à un humain. D'une quelconque façon, par coopération, il ne peut pas diminuer le bénéfice pour l'humain. Maintenant, est-ce que cette règle sera respectée? Vous avez des armes automatiques, des drones automatiques qui tirent automatiquement. Maintenant, c'est vrai qu'il fait moins de dégâts collatéraux. Donc les Américains ont montré qu'un drone à tir automatique sans décision humaine fait moins de dégâts collatéraux qu'un pilote dans l'avion. Donc on pourrait dire que même là, éthiquement, il y en a. C'est un énorme débat. Personnellement, je crois que c'est bon tant que, c'est transparent. C'est le peuple qui doit voir et arrêter les recherches. Mais il ne faut pas brûler les livres, il ne faut pas brûler les logiciels. Mais c'est vous qui devez être absolument au courant de ce qui se fait et décider. Voilà. Dans la grande étoile, il y a aussi effectivement l'ordinateur qui lit sur les lèvres des pilotes et qui décide effectivement de prendre une décision inverse. Ça, c'est notre gros problème. On a perdu un avion comme ça. Donc, en automatisation, vous avez 7 degrés. 0, c'est aucune machine, aucun logiciel. C'est vraiment humain, papier, crayon. 7, c'est quand la machine tue l'homme pour la sécurité de tous. Donc elle va tuer 1 pour sauver 2. Ça, elle a dans sa tête. Par exemple, un avion, si vous le mettez en pitch plus de 15 degrés, vous n'est trop haut, il n'y a plus d'air, il tombe. Donc, dans tout notre cockpit, Airbus, Boeing, c'est la même chose. On a fait le réglage comme quoi il est interdit aux pilotes, on a mis en degré 7. Donc c'est-à-dire il ne peut pas. On a perdu un American Airlines. C'est-à-dire qu'il s'était fourvoyé dans une vallée. Pour s'en sortir, il devait lever le nez, 16 degrés, 3 secondes. Énorme danger, mais 50% de chance de s'en sortir. On a le voice recorder du cockpit, où le pilote supplie la machine de lui redonner le contrôle, et la machine systématiquement le coupe. Donc elle ne permet pas de lever le nez de l'avion, l'avion s'écrase dans la montagne. Or, il y avait une petite chance qu'il passe. Mais c'est très dangereux. Donc depuis, c'est la loi chez les avionneurs, on l'a remis en 6. Il demande très poliment et 3 fois, il peut. C'est du 6. Donc vraiment poli. Donc c'est l'échelle qu'on a, mais c'est l'homme qui doit régler la machine pour... Donc finalement, le robot est je pense, franchement. On a encore 2 à 3 questions, et puis après, ce qu'on vous proposera, c'est de... j'ai bâtonné, mais après, on fera un petit verre, parce qu'après, il faut respecter le sommeil de notre invité. Alors, pour moi, c'est par rapport à la responsabilisation
des personnes humaines, vous parliez des machines qui commencent à venir de plus en plus dans le monde. Qu'est-ce que va devenir l'intelligence par rapport à cela? Est-ce que, vu que l'on va trop se reposer sur les machines, est-ce que l'on va devenir, je dirais, trop confiant et donc on ne va plus réfléchir par nous-mêmes, ou est-ce qu'au contraire on va aller chercher de nouvelles manières de réfléchir? Et je pense que ça rejoint aussi le fait que vous parliez de voilà, le Rio Paris, où les gens se faisaient confiance mutuellement et pensaient que tout le monde était responsable. Vous avez parfaitement raison. Et c'est le problème des avionneurs. C'est-à-dire que le pilote est tellement habitué à l'automaticité qui, quand il y a un problème, ne réagit pas. Donc on en a perdu un récemment aussi avec de la... Donc toute la machine, très intelligente, a maintenu l'avion malgré la glace sur les ailes et lui a rendu la main quand c'était plus possible, en disant non, moi je les engage. Et ça c'est un gros problème. Donc on essaie de combattre ceci avec des simulateurs de vol. On leur fait reprendre en main, rester dans la boucle, piloter comme on pilotait avant avec ses fesses, des choses comme ceci. Mais c'est un grave problème, c'est qu'on ne sait plus actuellement. Bon, prenons le problème du calcul mental chez l'enfant. On va dire maintenant il a une calculette, il a Google, donc il n'a plus besoin de tout ceci. On ne fait jamais l'exercice arrière. On dit voilà, t'as plus ta calculette, débrouille-toi. Parce qu'on pense que ça va rester, c'est un équipement de base. Mais ça c'est vraiment, je ne sais pas répondre. On s'atrophie, on atrophie certaines parties non utilisées parce que la machine le fait. On n'a plus des grosses mains maintenant parce qu'on a des robots. Est-ce qu'il faut conserver cette configuration ancienne en se disant la machine, je devrais lui faire son travail? Ça, je ne sais pas répondre. Vous avez parlé des avions, mais on retrouve le problème, expérience vécue en usine, dans les salles de contrôle, où les opérateurs ne savent plus. Devant un fil optique, et quand il y a un problème d'automatisme, Problème aussi. Les nouvelles frégates et les navires qu'on va livrer aux Russes, on a des systèmes tellement performants que si ça part à un moment, il n'est plus dedans, il n'a plus son cerveau. Oui, c'est un gros problème. Ok, à vous de le résoudre en fait. Hein. C'est vous les jeunes, les dirigeants de demain qui devraient prendre vraiment ça en main. Est-ce qu'il peut exister, ou est-ce que l'hypothèse d'un élément immatériel dans le fonctionnement du cerveau est une hypothèse que les savants envisagent? Ou est-ce qu'ils ont la réponse sur le fait que tout ça c'est purement physique, matériel, on sait comment ça fonctionne? Vous disiez tout à l'heure qu'on était finalement assez peu savants sur le fonctionnement du cerveau. Est-ce que donc ça laisserait la place à une notion d'esprit, de quelque chose qu'on ne verrait pas et qu'on ne pourrait pas analyser? Certainement. Est-ce que Dieu existe? C'est qu'est-ce qu'on a dit encore? Non, je pense qu'il faut être très modeste. Très modeste et qu'il y a de tas de choses qu'on n'imagine même pas. La question de la transcendance, effectivement, est-ce qu'il y a des êtres supérieurs, est-ce qu'ils sont là? Il faut être très très modeste, et c'est jamais les neurosciences qui vont répondre à ça. C'est vrai qu'il y a des choses qui paraissaient déifiées, comme le Soleil, et maintenant on sait que c'était une masse gazeuse et tout ça. Donc il est probable qu'on aille un peu dans ce sens-là, mais j'espère qu'il resterait une place pour le mystère, pour la croyance, pour tous ces systèmes. Et c'est vraiment pas notre métier d'aller dire quelque chose là-dessus. Il y a deux mondes, il y a le monde de la croyance et... non, je crois qu'il faut être très très modeste. Et il y a une grande place pour la transcendance, les religions, les croyants, et c'est très très bien comme ça, franchement. Ce que je propose, c'est qu'on continue à échanger avec juste après. Pour clore, ce qui m'intéresse personnellement, c'est quelles sont toi les questions qui t'animent maintenant, auxquelles tu n'as pas encore trouvé de réponse et que tu continues de chercher? Il ne m'a pas prévenu. Non. La grande question, on se la posait tout à l'heure, quel est le métro le plus proche? Parce que je dois revenir... Je dors à 10h, et je me dis, je suis à pied, je viens de Bruxelles. C'était la grande question. Est-ce que c'est sûr la nuit dans ce quartier pour aller jusqu'au métro Champs-Élysées? C'était ma grande question que je ne te répondrai pas. C'est ce qui s'appelle gagner du temps.